Rebonjour, dans le labo Excel d'aujourd'hui, nous utiliserons ce tableur de façon à comparer deux moyennes de groupes à l'aide du test de Susan qui s'interprète en termes de signification statistique d'une différence, mais aussi utiliser la mesure d'association qu'est l'état carré pour interpréter une différence en termes de signification réel. Alors, on va se passer de la démonstration et faire directement l'exercice qui porte sur la relation entre le groupe d'appartenance et le quotient intellectuel. Précisément, y a-t-il une différence entre deux groupes d'appartenance eu égard au quotient intellectuel? Donc ici, la variable dépendante est quantitative, puisque c'est le quotient intellectuel. La variable indépendante et dichotomique, c'est le groupe d'appartenance. Ainsi, on peut comparer les deux moyennes de groupe. En l'occurrence, la moyenne du groupe 1 est de 108,10 en termes de quotient intellectuel, celle du groupe 2, 98,4. Il est possible de représenter visuellement les deux moyennes de groupe observées. Alors, essayons de sortir le diagramme des moyennes. Alors pour ce faire, on va sélectionner la plage en surbrillance grise, cliquer sur le menu insertion. Au centre de la barre des outils, on va choisir histogramme, ou précisément barre. On peut s'intéresser à la première option. On peut placer le graphique à l'endroit approprié, changer de modalité par exemple. On peut enlever le titre. Et donc clairement ici, le groupe 1 démontre plus de performance comparativement au groupe 2. Et donc il semble y avoir une différence observée entre les deux moyennes de groupe. Et par conséquent, d'après les données de l'échantillon, la relation entre le groupe d'appartenance et le quotient intellectuel semble exister. Toutefois, il faut s'assurer que cette relation ou cette différence existe au niveau de toute la population dont est issu cet échantillon constitué de 200 cas. Pourquoi? Parce que le hasard de l'échantillonnage peut faire de telle sorte qu'on tombe sur cet échantillon qui révèle l'existence d'une différence substantielle entre les deux groupes d'appartenance eu égard au quotient intellectuel, alors que dans la population elle-même, il n'y a pas de différence. Quelle est la probabilité de trouver une différence dans les données de l'échantillon alors qu'il n'y a pas de différence au niveau de toute la population? Et par conséquent, il faut s'assurer que la différence qui est observée dans les données d'échantillon s'avère statistiquement significative au niveau de toute la population. Et bien pour ce faire, il faut procéder au test d'hypothèse qui est le test de Susan. Pourquoi? Parce qu'ici, effectivement, la variable indépendante et dichotomique est la variable dépendante quantitative. Nous sommes en présence d'une comparaison de moyenne. Alors le test de Susan est approprié. Étant entendu qu'on suppose que les variances des deux groupes sont égales. Alors pour ce faire, on va commencer par formuler les hypothèses nulles et alternatives. Alors pour l'hypothèse nulle, on va cliquer sur hypothèse. Elle est à l'effet qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes d'appartenance eu égard au quotient intellectuel moyen au niveau de la population. Ou si vous voulez, la moyenne du groupe 1 est égale à la moyenne du groupe 2 en termes de quotient intellectuel. Et l'hypothèse alternative, on va la formuler de façon bilatérale à l'effet qu'il y a une différence entre les deux groupes eu égard au quotient intellectuel moyen. Précisément, la moyenne du groupe 1 est différente de la moyenne du groupe 2. Étant entendu, bien sûr, qu'on cherche à tester l'hypothèse nulle d'une absence de différence entre les deux moyennes de groupe. Et pour ce faire, il faut calculer le T de Susan. Et donc, il se calcule précisément en prenant la différence entre les deux moyennes de groupe observées relativisée par l'erreur type de cette différence. Alors, on va commencer par calculer l'erreur type de cette différence, puisque c'est le terme le plus complexe à calculer. Alors pour ce faire, on va décortiquer la formule étape par étape de façon à simplifier son calcul. Alors ici on nous dit au niveau
de l'étape 2 qu'il faut multiplier chaque variance par la taille de l'échantillon. Autrement dit, il faut pondérer chaque variance de groupe par la taille. Alors on va y aller, donc on va se placer ici, on met égal, on nous dit qu'il faut prendre la variance du groupe 1, donc on va sélectionner la cellule contenant 289 et on multiplie par la taille du groupe 1, donc qui est de 100. Donc 289 multiplié par 100 nous donne la variance pondérée du groupe 1. On fait de même pour le groupe 2, donc on met égal, on prend la variance du groupe 2, 196, précisément la cellule contenant 196, multiplié par la taille du groupe 2, 100, enter, de façon à obtenir la variance pondérée du groupe 2. Ensuite, au niveau de la troisième étape, on nous dit de calculer le nombre de degrés de liberté. Donc la taille du groupe 1 c'est 100, il faut retrancher un cas de ce groupe ou de ce sous-échantillon. Enter. On fait de même pour le groupe 2, on met égal, on prend la taille du groupe 200 moins 1. Enter. Ainsi, en additionnant les deux différences, on obtient le nombre de degrés de liberté du test. Donc on prend 99 plus 99 et on obtient 198 qui correspond au nombre de degrés de liberté du test. En l'occurrence, il faut retrancher un cas du groupe 1, un cas du groupe 2, de façon à obtenir le nombre de degrés de liberté. Alors, au niveau de la quatrième étape, on nous dit de calculer la variance combinée des deux échantillons. Alors ici, nous n'avons plus un échantillon, mais deux échantillons correspondant aux deux groupes. Et bien, pour ce faire, on nous dit d'ouvrir la parenthèse, de prendre la variance pondérée du groupe 1, donc la cellule contenant 28 900, plus la variance du groupe 2, 19 600. Alors, on nous dit de fermer la parenthèse et de relativiser par le nombre de degrés de liberté, en l'occurrence 198. Donc, la variance pondérée du groupe 1 plus la variance pondérée du groupe 2 divisé par le nombre de degrés de liberté nous donne la variance combinée des deux groupes. Alors, connaissant la variance combinée des deux groupes, eh bien, on peut avoir une idée sur la variance de la distribution d'échantillonnage. Autrement dit, la variance de la différence des moyennes au niveau de la population. Alors, on est au niveau de la cinquième étape. On nous dit de mettre égal, de prendre la variance combinée que nous venons de calculer, autrement dit 244,95, de multiplier par, en ouvrant la parenthèse, par 1 sur N1, autrement dit 100, plus 1 sur N2, autrement dit 100. Précisément le terme correcteur. Enter, on obtient ce qu'on appelle la variance de la distribution d'échantillonnage de la différence des moyennes. Pour obtenir une valeur en termes d'écart type, il faut calculer la racine carrée de la variance. Alors, racine divisé par 4,899, enter, et on obtient précisément l'erreur type de la différence entre les deux moyennes de groupe. Eh bien, connaissant la différence entre les deux moyennes de groupe observées et l'erreur type de cette différence, on peut obtenir le T de Sudden. Alors, on va y aller. Dans la cellule à côté de absolu comme T, donc on met égal, on nous dit de calculer la différence entre les deux moyennes de groupe en ouvrant la parenthèse. Donc, on prend la moyenne du groupe 1, donc qui est de 108,10, moins la moyenne du groupe 2, qui est de 98,4. On nous dit de fermer la parenthèse, de diviser cette différence observée entre les deux moyennes du groupe par l'erreur type de cette différence que nous venons de calculer. Autrement dit, 2,21. Eh bien, lorsqu'on relativise la différence observée entre les deux moyennes du groupe par l'erreur type de cette différence, on obtient le T de Sudden. Donc ici, les statisticiens conseillent
souvent de calculer la valeur absolue du t ainsi calculé de façon à éliminer le signe par exemple négatif. Mais ici, le signe étant positif, eh bien, on obtient la même valeur. Eh bien, pourquoi on calcule la valeur absolue? C'est qu'effectivement, lorsqu'on a fini de formuler une hypothèse alternative en termes bilatéral, on ne précise pas la direction de la différence. On veut juste vérifier s'il y a une différence ou pas entre deux moyennes de groupe. Et par conséquent, le signe importe peu, et donc on peut l'enlever. C'est la raison pour laquelle on calcule la valeur absolue du t de Sutton, en tout cas d'après les statisticiens. Mais on en a déjà parlé, lorsque l'hypothèse est bilatérale, que l'on enlève le signe négatif ou pas, eh bien, on parvient toujours à prendre une décision. Mais comme les statisticiens aiment la précision, eh bien, respectons cette consigne à l'effet qu'il faut calculer la valeur absolue du t pour éliminer le signe négatif. Donc ici, le problème ne se pose pas. Donc le t calculé est de 4,38. Reste à savoir si cette valeur calculée est statistiquement significative, autrement dit, est statistiquement différente de 0. Pour ce faire, il faut comparer cette valeur calculée à une valeur critique qui se trouve sur la table de la distribution d'échantillonnage du t de Sutton. Pour trouver cette valeur critique, nous devons connaître deux paramètres. Le seuil de signification, on peut le fixer à 0,05, autrement dit au niveau de confiance de 95% par défaut. Et le nombre de degrés de liberté, on a fini de le calculer, c'est 198. Autrement dit, il faut retrancher un cas du groupe 1, un cas du groupe 2 et calculer la somme des différences. Donc, connaissant le nombre de degrés de liberté et le seuil de signification 0,05, on peut trouver la valeur critique en allant sur la table de la distribution d'échantillonnage du t de Sutton. Voilà comment elle se présente. Donc, le t de Sutton suit une distribution normale autour de 0. Alors, l'hypothèse alternative étant formulée en termes bilatéral, ici on va s'intéresser au test bilatéral. Donc on est ici au niveau de bilatéral. Alors on va peut-être mettre en surbrillance rouge. Alors au seuil 0,05 avec 198 comme degré de liberté, évidemment ici nous n'avons pas 198 précisément. Alors dans ce cas de deux choses l'une, soit on prend la valeur à l'infini 1,96 ou la valeur précédente 1,98 ou 97,6 précisément. Alors Fox conseille de toujours prendre la valeur la plus exigeante, en l'occurrence pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Parce que lorsque la valeur critique est plus élevée et que malgré tout vous réussissez à rejeter l'hypothèse nulle, vos conclusions seront d'autant plus fiables, crédibles aux yeux de la communauté scientifique. Mais il me semble que 198 est peut-être plus proche de l'infini que de 150. Alors moi personnellement j'aurais préféré prendre 1,96 aussi longtemps que le nombre de degrés de liberté est proche de l'infini. Étant entendu qu'on peut précisément obtenir la valeur critique si on utilise cette page automatisée. Alors le nombre de degrés de liberté c'est 198, on va écrire 198. Au seuil 0,05, il nous faut précisément 1,97 comme t. Alors on va retourner à notre problème. Spécifier la valeur critique qui est de 1,97. Alors comparons maintenant la valeur calculée à la valeur critique en partant de la distribution d'échantillonnage du t. En l'occurrence, on est sous l'hypothèse nulle d'une absence de différence entre les deux groupes d'appartenance eu égard au quotient intellectuel. Supposons qu'il n'y ait pas de différence entre les deux groupes eu égard au quotient intellectuel moyen. Donc on est sous l'hypothèse nulle d'une absence de différence. Alors on peut tomber sur un échantillon qui nous donne un t par exemple de 0. Un autre échantillon qui donnerait un t de 1,5. Un autre échantillon qui donnerait un t de moins 0,1. Encore et encore. De telle sorte que si vous représentez la distribution de tous les t possibles dans le cas d'une absence de relation, vous obtenez cette distribution qui suit la loi normale. Et donc clairement, la distribution du t de Sutton s'apparente à une distribution z de la loi normale. Et donc, si on devait répéter l'expérience de sélection de l'échantillon 100 fois,
eh bien on est sûr que 95% des échantillons auront des t compris entre moins 1,97 et 1,97, soit l'intervalle définissant la zone de nullité de la relation autour de 0, ce qu'on appelle la zone d'acceptation de l'hypothèse nulle. Reste maintenant à savoir où se situe notre t calculé. Autrement dit, est-ce que notre t calculé se situe parmi les 95% d'échantillons dont le t est compris entre moins 1,97 et 1,97 sous l'hypothèse nulle, ou bien est-ce que notre t calculé se situe en dehors de cette zone de nullité de la différence ou de la relation. Donc clairement ici, le t calculé qui est de 4,38 se situe en dehors de la zone de nullité de la relation, précisément dans la zone de rejet de l'hypothèse nulle. Et par conséquent, la valeur calculée du t 4,38 excédant la valeur critique au seuil 0,05 avec 198 degrés de liberté, eh bien, nous sommes obligés de rejeter l'hypothèse nulle d'une absence de différence pour accepter l'hypothèse alternative, à l'effet que la différence entre les deux moyennes de groupe s'avère sacrément significative au niveau de la population. Étant entendu que si vous cliquez sur interprétation statistique, vous avez une façon d'interpréter les résultats. Alors, on en a déjà parlé, à l'instar de tous les tests d'hypothèse, le test T a tendance à être statistiquement significatif au fur et à mesure que la taille de l'échantillon augmente. Donc, il faut trouver une façon de tenir compte de l'effet de la taille de l'échantillon sur cette tendance du T à être significatif. Et bien, pour ce faire, il faut calculer l'état carré, donc qui est la mesure d'association la plus souvent utilisée pour rendre compte de la signification réelle d'une différence entre deux moyennes de groupe. Alors voilà comment se présente la formule de l'état carré, qui est similaire à celle du coefficient de contingence dans le cas du q carré, si vous avez bonne mémoire. Alors, commençons par élever au carré le t pour faciliter le calcul de l'état carré. Donc on met égal. Le t est égal, le t calculé est égal à 4,38. Donc on va multiplier par 4,38 ou bien élever au carré pour obtenir le t au carré. Connaissant le t au carré, nous pouvons calculer facilement l'état carré. Alors on va y aller, on met égal. On nous dit de prendre le t au carré divisé par, en ouvrant la parenthèse, le t au carré plus le nombre de degrés de liberté, 198. Autrement dit, la taille de l'échantillon à laquelle il faut retrancher 2, autrement dit, 2 cas, un cas pour chacun des deux groupes en question. Le résultat sera l'état carré. Et par conséquent, ici, nous sommes en présence d'un effet de taille modérée. Précisément, le groupe d'appartenance va aller expliquer 8,9% de la variation dans le quotient intellectuel. Donc, l'intérêt de l'état carré, c'est que non seulement sa valeur varie de 0 à 1, mais il s'interprète aussi non seulement en termes d'intensité, mais aussi en termes de variance expliquée par la variable indépendante par rapport à la variable dépendante. Étant entendu qu'ici, vous avez une grille d'interprétation fournie par Cohen, en l'occurrence. Et donc, nous venons de procéder au test bilatéral de la relation entre le groupe d'appartenance et le quotient intellectuel. On aurait pu opter pour un test unilatéral. Qu'est-ce qui différencie ces deux tests et en particulier, quelles sont les implications en termes statistiques? Alors, on va cliquer sur l'onglet qui suit de façon à comparer les deux tests. Alors ici, nous avons le test bilatéral et unilatéral avec un même t calculé et un même seuil de signification et un même nombre de degrés de liberté. On vous demande de trouver la valeur critique pour chacune des deux situations et de prendre une décision quant à l'acceptation ou au rejet de l'hypothèse nulle. Alors, c'est l'exercice à faire, on peut le faire ensemble. On va y aller. Pour le test bilatéral, on seuil 0,05 avec 5 degrés de liberté. On va aller chercher la valeur critique.
Donc on a ici 5 degrés de liberté. Pour le test bilatéral, il nous faut minimalement 2.57 pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Alors on va saisir 2.57. Donc la valeur critique c'est 2.57. Alors devons-nous accepter ou rejeter l'hypothèse nulle dans le cas de ce test bilatéral? Le t calculé étant de 2.4 et le t critique 2.57. Question. Réponse. Ici, la valeur calculée du t étant plus petite que la valeur critique, eh bien, nous sommes obligés d'accepter l'hypothèse nulle, à l'effet qu'il n'y a pas de différence entre les deux groupes eu égard à la variable dépendante analysée ici au niveau de la population. Qu'en est-il du test unilatéral? Alors, on va retourner à la table. Ici, on a le test unilatéral. Le seuil 0.05, il nous faut minimalement un t de 2.015 pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Précisément concernant le test unilatéral. Donc 2.015, on va retourner. Donc il nous faut 2.015 minimalement pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle. Comparons ce t critique au t calculé. Et donc en l'occurrence, la valeur calculée du t 2.4 étant plus grande que la valeur critique 2.015 pour le test unilatéral au seuil 0.05 avec 5 degrés de liberté, eh bien nous sommes obligés de rejeter l'hypothèse nulle. Par conséquent, qu'est-ce qu'on constate lorsqu'on compare les deux tests, bilatéral et unilatéral? Et précisément, quelles implications statistiques pouvons-nous dégager? Donc clairement ici, on voit que la valeur critique du test bilatéral est plus grande que la valeur critique du test unilatéral avec un même nombre de degrés de liberté au même seuil de signification. Et par conséquent, le test bilatéral est plus exigeant en termes de rejet de l'hypothèse nulle. On le voit bien ici, on a été obligé d'accepter l'hypothèse nulle dans le cas du test bilatéral, alors que pour le test bilatéral, on a plutôt rejeté l'hypothèse nulle. Et donc clairement, le test bilatéral est plus exigeant en termes de rejet de l'hypothèse nulle. Et donc si le test bilatéral est plus exigeant en termes de rejet de l'hypothèse nulle et qu'on parvient malgré tout à rejeter l'hypothèse nulle, eh bien nos conclusions n'en seront que plus crédible aux yeux de la communauté scientifique. Et donc c'est la raison pour laquelle effectivement le test bilatéral est le test le plus souvent utilisé dans les milieux de la recherche. Et donc cliquons sur réponse pour voir une façon de répondre à la question, étant entendu qu'ici nous avons illustré visuellement les deux situations. Nous venons ensemble de procéder au test T de Student en calculant nous-mêmes le t sur la base de la comparaison entre la différence des moyennes de groupe observées et l'erreur type de cette différence. Eh bien, il est possible de calculer automatiquement le test T de Student lorsque les scores du groupe 1 et les scores du groupe 2 sont disponibles, les scores individuels. Alors, on va y aller, on va cliquer sur test T automatisé. En l'occurrence, ici, on s'intéresse à la relation entre l'absentéisme et la performance des étudiants. Donc nous avons deux groupes, le groupe des réguliers et le groupe des irréguliers. Et donc on peut comparer leurs moyennes en termes de performance. Alors ici, les scores individuels du groupe 1 et ceux du groupe 2 étant disponibles, eh bien on peut procéder automatiquement au test T. Voilà comment se présentent en l'occurrence les résultats. Précisément, il semble y avoir une différence entre les deux groupes. Autrement dit, les étudiants qui sont réguliers ont tendance à avoir une moyenne plus élevée à l'examen. Reste à savoir si la différence est strictement significative ou pas. Eh bien, on procède au test T de Student. Donc, voici les hypothèses nulles et alternatives. Et donc, il est possible d'interpréter les résultats en comparant le t calculé par rapport au t critique, mais aussi la probabilité calculée par rapport à la probabilité critique. Étant entendu qu'ici, je représente visuellement
la prise de décision et calcule l'état carré. Alors, ça c'est un peu la démonstration. On va faire l'exercice ensemble en cliquant sur tester exercice complémentaire qui porte sur la relation entre le sexe et le revenu. Précisément, la différence entre hommes et femmes eu égard au revenu chez les Canadiens. Est-ce que les hommes ont un revenu annuel supérieur à celui des femmes chez les Canadiens? Alors pour ce faire, j'ai sélectionné quelques cas à partir de l'enquête sur la dynamique du travail au Canada. Et on cherche à comparer ces deux groupes eu égard au revenu annuel à l'aide du test T. En l'occurrence, on peut entrevoir une certaine différence entre hommes et femmes eu égard au revenu moyen. Alors, on va le vérifier en procédant au test T de student. Ici, les scores individuels étant disponibles. Alors, pour ce faire, on va cliquer sur le menu Données. Et à droite de la barre des outils, moi j'ai utilitaire d'analyse, mais vous certainement vous ne l'avez pas. En fait, c'est l'outil d'analyse statistique de Excel. Sauf que cet outil, il faut aller le chercher. Moi, je suis allé le chercher, c'est pourquoi il apparaît ici. Donc, comment aller le chercher? Moi, je l'ai déjà, mais pour vous, vous pouvez aller le chercher, cet outil d'analyse statistique, en cliquant sur le menu Fichier. On va y aller. Ensuite, vous cliquez sur Options au bas du menu, de façon à voir apparaître cette fenêtre contextuelle. Ensuite, au bas des différents menus, vous avez Complément. Et tout au bas, vous avez Gérer complément Excel. Vous avez juste à cliquer sur Atteindre. Alors, on va y aller, on va cliquer sur Atteindre, de façon à atteindre l'outil d'analyse statistique d'Excel. Donc ici, on a coché Outil d'analyse. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on a vu apparaître l'outil d'analyse. Alors dans votre cas, cette case n'est pas cochée, donc il faut la cocher, c'est tout. Donc il faut cocher outil d'analyse et cliquer sur OK. Alors moi j'ai pas besoin de le faire puisque j'ai déjà l'outil. En ce qui vous concerne, cliquez sur OK. Donc moi je vais fermer. Et donc si vous cliquez sur le menu Données, vous devez voir apparaître utilitaire d'analyse. Alors, une fois que c'est fait, on peut aller procéder au test T de student. Alors, pour ce faire, on va cliquer sur l'outil utilitaire d'analyse et on voit apparaître différentes techniques statistiques. Alors, on va dérouler. Donc, à partir d'analyse de variance, on va dérouler jusqu'à test d'égalité des espérances. Dans le langage d'Excel, espérance signifie moyenne. Donc ici, il s'agit de tests d'égalité des moyennes ou de tests de différence des moyennes. Alors, on a ici 3 tests d'égalité des espérances. Dans le cas d'observation pairée, de 2 observations de variance égale et 2 observations de variance différentes. On en a déjà parlé, le test de student est utilisé à la condition que les variances des deux groupes soient égales. Et donc, on est sous l'hypothèse de variance égale. Et par conséquent, on va s'intéresser à test d'égalité des espérances, 2 observations de variance égales. Autrement dit, on suppose que les deux groupes sont comparables. Donc, on va cliquer sur test d'égalité des espérances d'observation de variance égale. Ensuite, cliquez sur OK. Alors, pour la plage, pour la variable 1, en fait pour le groupe 1 précisément, on va cliquer sur cette icône et aller chercher les scores du premier groupe, incluant la catégorie homme. Ne faites rien, appuyez juste sur Enter. Enter. On fait de même pour le groupe 2, donc ici intitulé variable 2. Donc on clique sur cette icône et on sélectionne les scores du groupe 2, incluant la catégorie femmes. Alors ne faites rien, appuyez seulement sur Enter. Enter. Alors la différence entre les moyennes, c'est 0, donc c'est l'hypothèse nulle. En effet que la moyenne du groupe homme est égale à la moyenne du groupe femme. Donc ici la différence entre les moyennes c'est 0, c'est l'hypothèse nulle. On va cliquer sur intitulé présent de façon à sortir les résultats et signifier au logiciel qu'on s'intéresse à un seuil de signification de 0.05. Ensuite, on peut spécifier la plage de sortie. Alors, on peut cliquer sur plage de sortie
Ensuite, cliquez sur cette icône et placez le curseur dans cet encadré, de façon à voir apparaître les résultats ici. Alors, Enter. Il me semble que ça va être tout. Si on clique sur OK, on doit voir apparaître les résultats. Donc, OK. Et effectivement, voilà comment se présentent les résultats. En l'occurrence, ici, vous avez la moyenne des deux groupes. Je vais mettre en surbrillance et augmenter. En l'occurrence, la moyenne des hommes en termes de revenus est de 55 627 comparativement à celle des femmes qui est de 27 365. Donc clairement, d'après cet échantillon, le revenu moyen des hommes est supérieur à celui des femmes. Donc il semble y avoir une différence. Reste maintenant à savoir si la différence observée entre hommes et femmes au niveau des données de l'échantillon est strictement significative ou pas au niveau de toute la population dont est issu l'échantillon. Donc il faut nous assurer que la différence existe également au niveau de toute la population canadienne. Et bien pour ce faire, il faut procéder au test T. Alors en commençant par formuler les hypothèses. Alors l'hypothèse nulle est à l'effet que le revenu moyen des hommes est égal au revenu moyen des femmes dans l'ensemble de la population canadienne étudiée. Et l'hypothèse alternative, on peut la formuler de façon unilatérale, par exemple ici. Eh bien, le revenu moyen des hommes est supérieur à celui des femmes. En tout cas, si on formule l'hypothèse alternative en termes unilatéraux. Et maintenant, comparons les valeurs calculées du T et critique. En l'occurrence, ici, nous avons un T calculé de 1.81. Je vais mettre en surbrillance et en gras. Donc la valeur calculée du T est de 1.81. Ce qui est intéressant avec le logiciel Excel, en particulier avec cet outil d'analyse, c'est qu'effectivement, on peut obtenir directement la valeur critique. Donc ici, on a la valeur critique du test unilatéral et la valeur critique du test bilatéral. Alors on va changer en mettant en surbrillance jaune. Alors, dans tout test d'hypothèse, comme dans le cas du test de T, on cherche à rejeter l'hypothèse nulle. Pour pouvoir rejeter l'hypothèse nulle, il faut que la valeur calculée du T soit supérieure à la valeur critique. Alors allons-y, comparons la valeur calculée à la valeur critique pour les deux situations. Pour le test bilatéral, donc la valeur calculée du T est de 1.81. On la compare à la valeur critique, donc qui est de 2.02. Donc la valeur calculée est inférieure à la valeur critique, qui est de 2.02. Et par conséquent, devons-nous accepter ou rejeter l'hypothèse nulle? Et donc ici, on est obligé effectivement d'accepter l'hypothèse nulle, à l'effet qu'il n'y a pas de différence entre hommes et femmes, pour ce qui est du test bilatéral. Alors, qu'en est-il du test unilatéral? Donc, on va symboliser ici uni, mettre 2 points. Donc, toujours la valeur calculée est de 1.81. On la compare à la valeur critique. Donc, la valeur critique est de 1.68. Donc, la valeur calculée ici est supérieure à la valeur critique pour le test unilatéral, puisque la valeur critique est de 1.68. Et par conséquent, ici, devons-nous accepter ou rejeter l'hypothèse nulle? Donc ici, on est obligé de rejeter l'hypothèse nulle d'une absence de différence. Pourquoi? Parce que la valeur calculée excède la valeur critique, comparativement au test bilatéral où la valeur calculée était plus petite que la valeur critique, et donc où on acceptait l'hypothèse nulle. Ben voilà une première façon pour pouvoir prendre une décision quant à l'acceptation ou au rejet de l'hypothèse nulle. La deuxième façon, c'est de comparer la probabilité calculée par Excel à la probabilité critique. On en a déjà parlé la semaine passée. Précisément pour le test
bilatéral, vous avez une probabilité calculée de 1,077. Ça, c'est la probabilité calculée par Excel. Alors, cette probabilité est calculée, elle doit être plus petite que le risque d'erreur maximal qu'on peut se permettre. Et donc ici, le P calculé est égal à 0,078 si on arrondit, ce qui est plus grand que le risque d'erreur maximal qu'on peut se permettre, autrement dit la valeur critique qui est de 0,05, et par conséquent on est obligé d'accepter l'hypothèse nulle. Autrement dit, la probabilité de commettre une erreur en rejetant l'hypothèse nulle 0,078 est tellement importante, en tout cas plus importante que le risque d'erreur maximal 0,05, qu'on est obligé d'accepter l'hypothèse nulle. Autrement dit, lorsqu'on rejette l'hypothèse nulle, le risque d'erreur est de 7,8%, ce qui est très élevé, en tout cas plus élevé que le risque d'erreur minimal qui est de 5%. Et donc, on ne peut pas se permettre ici de rejeter l'hypothèse nulle, on est obligé d'accepter l'hypothèse nulle. Ça, c'est dans le cas du test bilatéral. Et donc, on voit bien que cette décision basée sur la probabilité calculée est la même que celle basée sur la comparaison des valeurs calculées et critiques du T de Steven. Qu'en est-il pour le test unilatéral? Et donc, ici, le logiciel nous donne un P calculé de 0,038. Alors, on va l'écrire, ce qui est du test unilatéral. Le P calculé est de 0,0388, donc si on arrondit 9, et donc clairement cette probabilité de commettre une erreur en rejetant l'hypothèse nulle est plus petite que le risque d'erreur maximal qu'on peut se permettre, autrement dit 0,05. Si on rejette l'hypothèse nulle d'une absence de différence, le risque d'erreur est de seulement 3,9%, ce qui est plus faible que le risque d'erreur maximal 5%. Eh bien, on peut se permettre de rejeter l'hypothèse nulle. Et par conséquent, la probabilité de commettre une erreur en rejetant l'hypothèse nulle est faible, en tout cas plus faible que le risque d'erreur maximal. Et par conséquent, on peut se permettre de rejeter l'hypothèse nulle. Et donc ici, on est obligé toujours de rejeter l'hypothèse nulle. Mais voilà comment prendre une décision d'acceptation ou de rejet de l'hypothèse nulle selon les deux procédures. Étant entendu que les deux vont dans le même sens. Pour ce qui est test bilatéral, on a accepté l'hypothèse nulle, alors que pour le test unilatéral, on a été obligé de rejeter plutôt l'hypothèse nulle. Et donc ici, on voit bien une porte ouverte à l'instrumentalisation des statistiques. En l'occurrence, supposons qu'un agent de recherche ou un étudiant travaille dans le cadre d'une structure de recherche féministe, donc où l'étude des phénomènes de genre est importante en lien avec les inégalités. Et donc ici, il est possible d'instrumentaliser les statistiques en utilisant soit le test T ou le test unilatéral. Selon vous, un groupe de recherche féministe opterait pour quel test si effectivement il devait instrumentaliser les statistiques ici? Question. Eh bien, le groupe féministe aurait peut-être pu opter pour le test unilatéral. Pourquoi? De façon effectivement à démontrer qu'il y a une inégalité de revenus, étant entendu que pour un groupe de recherche qui est plutôt neutre sur ces phénomènes, va peut-être opter pour un test bilatéral, puisque c'est le test le plus exigeant en termes de rejet de l'hypothèse nulle, le plus crédible aux yeux de la communauté scientifique, et par conséquent conclure à l'existence d'une différence non significative entre le revenu moyen des hommes et celui des femmes. Voilà encore une fois comment il est possible d'instrumentaliser les statistiques selon les acteurs en présence, mais aussi selon les enjeux du moment. Étant entendu qu'on peut visualiser la prise de décision et calculer ultimement l'état carré. Alors c'est l'exercice à faire. Mais voilà, ça va être tout pour le labo Excel d'aujourd'hui.